Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois avec Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique qui peut, de prime abord, paraître sulfureuse, puisque nous allons nous concentrer sur les régimes démocratiques en nous posant la question suivante. Les systèmes démocratiques sont-ils les mieux armés en relations internationales? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, question qui ne se pose pas a priori, on pense qu'il est établi que la démocratie est le système le plus efficace au niveau national et puis au niveau des rapports internationaux. Pourtant, si on remonte historiquement, et depuis la naissance de la démocratie, donc depuis Périclès et Thucydide, la question du bien fondé de la démocratie et de sa puissance, voire de son efficacité, se pose. Alors, on pourrait imaginer que ce n'est pas une question d'efficacité qu'il y a à la démocratie, et pourtant, si on va de Thucydide jusqu'à aujourd'hui, et la question des démocraties qui dérivent vers des formes peut-être d'autoritarisme, la question se pose. Est-ce que vous pourriez nous faire un voyage dans le temps pour nous expliquer quelles sont les polémiques qui sont liées à ce régime? Oui, c'est vrai que d'abord vous avez raison de souligner que ça peut paraître un peu polémique, tant la réponse est pour nous évidente, en tout cas dans les pays occidentaux ou dans les démocraties occidentales. On rappellera en 2018, sur les questions qui sont relatives d'ailleurs aux démocratures, comme on l'appelle aujourd'hui, que la réponse n'est pas forcément d'ailleurs aussi évidente partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est une question qui s'est posée d'emblée. Et d'ailleurs, paradoxalement, elle s'est posée d'emblée avec Thucydide, qui est considéré comme l'un des premiers historiens fondateurs de la narration des relations internationales, dans un ouvrage qui est célèbre, La guerre du Péloponnèse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette guerre du Péloponnèse, on avait une confrontation entre deux cités grecques, qui étaient la quintessence de deux systèmes opposés, la démocratie athénienne et puis un système beaucoup plus militariste ou autoritaire du côté de Sparte. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait légitimement s'attendre, Thucydide souligne le fait que l'une des raisons principales pour laquelle Athènes a perdu, c'est ces divisions internes qui étaient engendrées par trop de débats démocratiques et que Sparte, en réalité, a réussi à remporter la victoire de par sa capacité à concentrer ses forces de manière plus efficace et plus rapide. Donc d'emblée, on a eu, y compris dans le champ de la culture occidentale, ce débat entre les démocraties ou les dictatures sont-elles les plus à même ou les mieux armées, pour reprendre votre terme, pour vaincre dans les relations internationales. Alors après, c'est vrai que le sujet s'est un peu estompé, mais que finalement, dans les 200-250 dernières années, notamment à l'occasion des révolutions françaises en 1789 d'abord, puis de la révolution bolchevique en Russie en 1917, il y a eu une résurgence pour savoir si c'était plutôt les démocraties ou les systèmes forts qui devaient l'emporter. Et puis après, il y a eu un certain nombre de périodes qui ont confirmé ces interrogations. Il y a eu les années 30, qui a été un lieu de débat avec les systèmes qui prétendaient être des ordres nouveaux liés au fascisme, au franquisme, au système nazi, qui pensaient justement que les démocraties étaient en perte de vitesse et qu'il fallait les remplacer. Et puis, il y a eu les victoires de la Seconde Guerre mondiale qui semblaient mettre de côté cette hypothèse, mais dans lesquelles, on y reviendra, l'Union soviétique jouait un rôle. Et il y a eu aussi également la guerre froide, durant laquelle on a été amené à s'interroger. Et d'ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que si avec, on va dire, le recul, on considère qu'il était légitime que les États-Unis remportent la guerre. Quand on pense à un ouvrage, celui de Jean-François Revel est assez célèbre, Comment les démocraties finissent, et qui avait été écrit en 1983, en fait, Jean-François Revel écrivait que finalement les démocraties, contrairement à ce qu'on pouvait penser, étaient temporaires, elles étaient juste une parenthèse dans le temps, et que finalement l'Union soviétique et son emprise croissante étaient en train de démontrer que c'était in fine les dictatures qui devaient l'emporter. C'est vrai que quand on lit Jean-François Revel aujourd'hui, c'est assez étonnant. Et puis il y aura un dernier temps qui nous ramènera quelque chose qu'on aurait d'ailleurs appréhendé ensemble lors de notre première séance cette année, à savoir après la chute du mur. Il y a eu deux séquences d'ailleurs. Pendant les 10 premières années, globalement, de 91 jusqu'à 2001, donc le discours de démission de Gorbatchev jusqu'aux attentats de New York, plutôt la sensation, avec la fin de l'histoire qu'on avait évoquée, Fukuyama, que les démocraties l'avaient difficilement remporté. Et puis depuis, une interrogation qui serait résurgente et récurrente, parce que finalement, on est à nouveau des interrogations sur qui de ces deux systèmes serait le plus à même de l'emporter dans les relations internationales. Alors, dans la guerre qui a opposé Athènes à Sparte, vous aviez d'un côté la démocratie athénienne et l'oligarchie des Spartiates, l'oligarchie qui était une dictature en Exact. réalité.
Si on doit simplifier vraiment, la démocratie, ce serait le pouvoir du peuple, exercé par le peuple, par la voix de ses représentants au cours d'élections. Hein, direct ou indirect. Exactement. La dictature, là, vous assistez à un pluralisme limité, voire inexistant. Vous avez la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul ou de quelques-uns, et vous avez une séparation des pouvoirs quasi inexistante, ou du moins très floue. Voilà. Vous avez ces deux régimes-là. Quand on pense en termes de relations internationales et même en termes de politique intérieure, quand on pense à l'atout principal d'une démocratie, dans notre esprit, c'est la capacité par le débat à dégager un consensus. Et le consensus serait la voie de la mesure, de la juste raison et donc de la bonne décision. Quand on voit les dérives démocratiques ou les faiblesses qui sont celles de la démocratie en relations internationales, ça serait d'être incapable de prendre des décisions du fait du débat qui peut provoquer une tétanie. Hein. C'est ça. De l'autre côté, si on regarde les démocratures d'aujourd'hui et l'attrait qu'elles peuvent exercer sur certains hommes politiques, c'est la décision est plus facile puisqu'elle est dans les mains d'un seul. Entre le moment de la décision et de l'action, le temps est court. Par contre, quand on s'intéresse aux dérives, notamment les dérives totalitaires ou autoritaires, on voit des systèmes assez paranoïaques se mettre en place, c'est-à-dire un système qui n'accueille plus du tout la critique et la remise en question. Exactement. Et c'est une fragilité à terme, puisque le système n'est incapable de se régénérer. Si on va par là, la force d'une démocratie, peut-être, on va voir avec vous, sa capacité depuis un siècle à l'emporter, peut-être vers ce schéma de la fin de l'histoire, c'est de penser qu'elle est capable de se régénérer. Elle a une capacité, pour prendre un terme populaire, de résilience. La démocratie est capable de s'amender et de se réformer. Alors, est-ce que la démocratie l'a emporté sur la dictature? Alors, c'est fondamental ce que vous êtes en train d'expliquer, parce qu'en fait, le débat repose exactement sur ces notions-là. Souvent, on a considéré que la démocratie finirait par l'emporter, parce que même si on pouvait considérer dans un premier temps qu'elle pouvait être affaiblie, comme l'avait souligné Thucydide, par un débat qui la paralysait, et on finissait par se rendre compte que grâce à ce débat, la démocratie était capable de s'adapter à des nouveaux enjeux, elle était capable de se rassembler par la volonté commune sur des nouveaux enjeux, et d'être d'ailleurs plus innovatrice ou plus créatrice pour répondre à ces enjeux. Le problème, c'est que même si ça peut nous déplaire, il y a une multitude de contre-exemples à cette situation dans lesquels on voit que les démocraties n'ont pas réussi à l'emporter. Alors bien sûr, bon, il y a l'exemple de Thucydide qui est déjà le premier exemple. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments d'ailleurs qui sont frappants. J'en pense notamment à deux en particulier. D'abord, il y a la défaite de la France en 1940, de la Troisième République, face à l'armée allemande, donc dans la campagne qui a débuté le 10 mai 1940 avec l'armistice le 22 juin 1940 à Rotonde. Il faut quand même rappeler que la France s'écroule en 5 semaines, et on n'aime pas beaucoup rappeler en France d'ailleurs que c'est quand même l'une des défaites les plus dramatiques ou les plus importantes en termes de symboles, et que d'ailleurs on a rarement vu un État s'écrouler aussi vite en 5 semaines. Donc déjà là, on aurait un exemple majeur d'une démocratie qui ne l'aurait pas remporté. Ensuite, il y a un deuxième argument qu'il faudrait mettre en avant, parce que quand on évoque les événements 40, on dit oui, mais finalement les démocraties ont quand même réussi à l'emporter lors de la Seconde Guerre mondiale. Seulement là, ce qu'il faut rappeler, Olivier, c'est que dans les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'Union soviétique. Et que l'Union soviétique est un État totalitaire, stalinien, et que d'ailleurs c'est important à souligner parce que trop souvent, dans une lecture purement occidentale, à mon avis totalement à tort, on sous-estime le rôle fondamental de l'Union soviétique dans la victoire. Et je me contenterai de ce point de vue d'évoquer deux chiffres que j'ai souvent eu l'occasion d'aborder avec nos étudiants en cours. 85% des pertes de l'armée allemande sont sur le front russe entre le 21 juin 1941 et le 9 mai 1945, et je suis très précis sur les dates puisque c'est les dates officielles telles que les soviétiques puis les russes les mettent en avant dans ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Donc là, on se rend bien compte qu'en fait, l'apport de l'Union soviétique a été majeur dans la victoire, et que d'ailleurs, il y a un chiffre qui fait excessivement polémique encore aujourd'hui, parce que l'État russe est quand même assez prudent. Le total des pertes russes durant cette période est encore sujet à controverse. On va sur des chiffres qui vont jusqu'à 10-11 millions, jusqu'à 19-20 millions. Excusez du peu quand même en termes d'amplitude,
parce que ça dépend du mode de calcul, de si on prend les pertes civiles ou pas les pertes civiles, mais surtout parce qu'on se rend compte aujourd'hui, avec des recherches qui sont encore faites sur les champs de bataille, que bien sûr l'État soviétique a cherché à minimiser les pertes, dont on se rend compte qu'elles étaient exceptionnelles pour l'époque. Donc en fait, pour revenir à notre sujet initial, l'apport de l'Union soviétique est tel que bien sûr les démocraties l'ont remporté, mais elles n'ont pas pu le remporter sans le soutien de l'Union soviétique. Et puis, il y a un dernier exemple qui me paraît opportun, c'est la guerre du Vietnam. Parce que la guerre du Vietnam, qui a d'ailleurs traumatisé la société américaine, qui continue à être une référence encore aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de séries et dans beaucoup de films d'ailleurs, c'est quand même la quintessence d'un peuple vietnamien qui réussit à résister pendant une vingtaine d'années, si on prend une chronologie au sens large, entre 1954 et 1974, et dans laquelle, malgré la profusion des moyens américains, parce qu'il y a des endroits, enfin on peut citer la base de Qi Shan en 1968, en une cinquantaine de jours, c'est une statistique malheureuse, les Américains ont rendu Qi Shan célèbre, ils ont plus bombardé, Olivier, les Américains en 68, pour la seule année 68 au Vietnam, en termes d'équivalent explosif TNT, ils ont plus bombardé au Vietnam que pour la totalité du front Pacifique entre 41 et 45 bombes atomiques incluses. Donc quand on évoque une statistique comme celle-là, on sent que les Américains ont mis la totalité des moyens. Et malgré le fait qu'ils aient mis les moyens et qu'ils soient une démocratie, ils ont perdu cette guerre. Alors évidemment, certains cherchent quand même à essayer de minimiser cette situation en disant que si les États-Unis ont perdu cette guerre, ce n'est pas parce qu'ils étaient une démocratie, mais parce qu'ils n'ont pas assez respecté les règles de la démocratie et que le gouvernement s'est mis à cacher un certain nombre de logiques au peuple américain, et donc ça confirmerait le fait que les démocraties aient une supériorité. Je pense à un ouvrage d'Eli Baranets, qui est chercheur au CNRS. En gros, l'intitulé de l'ouvrage, c'est « Comment perdre une guerre ?» théorie du contournement démocratique, et justement, il s'efforce d'essayer de démontrer cette théorie. J'avoue que ce n'est pas totalement convaincant, parce qu'on rappellera deux faits. D'abord, les Américains ont été très transparents en termes de journalisme. Ils montraient tous les jours le nombre de morts de leurs propres troupes au Vietnam. Donc c'était quand même parce qu'ils étaient justement convaincus que parce qu'ils défendaient le monde libre, comme on l'appelait à l'époque, ils pouvaient tout montrer. Et retenant les leçons des problèmes que ça a posé à l'opinion publique américaine, ils ont totalement fermé l'accès aux champs de bataille sur les campagnes en Irak, la première guerre en Irak de février 90 à février 91, et la seconde guerre en Irak en mars 2003, qui, si on peut s'interroger sur leur succès politique, ont été des succès militaires. Donc on se rend bien compte à la déclinaison de l'ensemble de ces exemples que malheureusement non, le système démocratique ne permet pas, avec certitude, d'avoir une supériorité ou l'apanage de la victoire en relations internationales. Oui, et en vous écoutant, j'étais en train de me dire que quand on pense à l'exemple russe pendant la Seconde Guerre mondiale, quelle démocratie aurait accepté de subir autant de pertes? L'opinion publique n'aurait jamais suivi, d'ailleurs, ce qui s'est passé avec le Vietnam. Exactement. Donc si on va par là, si on regarde la question sous cet angle-là, on pourrait se penser que c'est plutôt un régime dictatorial ou autoritaire qui serait le mieux armé pour répondre aux défis géopolitiques. C'est vrai, alors ça pourrait nous amener spontanément à cette question qui là, effectivement, serait un peu polémique. Mais on se rend compte, en allant chercher là aussi des exemples, que finalement, ça n'est pas du tout satisfaisant parce qu'on a aussi au moins autant d'exemples qui montreraient que les systèmes forts ou que les dictatures, paradoxalement, connaissent des défaites. Alors déjà, on pourrait commencer par revenir sur l'exemple de Sparte, puisque c'est celui sur lequel Thucydide nous avait emmené en premier. Et là, il y a un ouvrage qui est assez intéressant. Sparte, cité des armes et cité des lois, dans lequel l'auteur est en train d'attirer notre attention sur le fait que Sparte, finalement, s'est tellement singularisée, s'est tellement différenciée des autres cités, qu'elle a fini par s'isoler, elle a fini par être incapable de s'adapter, et donc en réalité, elle a fini par s'amoindrir et s'essouffler seule. D'ailleurs, il y a un propos qui est repris dans cet ouvrage, page 357, d'Alexandre le Grand qui est en train de conquérir l'Empire perse aux environs de 330 avant Jésus-Christ. Et Alexandre le Grand, apprenant que les Spartiates ont subi une défaite en Grèce, considère que de toute façon, c'est une bataille de souris, eu égard au peu des effectifs qui sont engagés et au peu de l'importance stratégique que ça a. Ce qui est quand même, en fait, une humiliation suprême qui prouve que Sparte ne pèse plus d'aucun poids. Si on arrive maintenant beaucoup plus près de nous, ce qui était aussi intéressant à avoir à l'esprit, c'est que l'Empire allemand, donc de 1871 à 1914, qui était particulièrement
arrimé sur le militarisme prussien, tel qu'on me l'a montré dans des séances précédentes, qui avait une armée excessivement préparée, a abouti à la défaite du 11 novembre 1918, que l'Union soviétique s'est écroulée avec la chute du mur du 9 novembre 89, et donc le fameux discours de Mikhail Gorbatchev le 25 décembre 91, ce qui prouve bien que les États totalitaires ou autoritaires sont en difficulté. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que peut-être l'un des auteurs qui serait le plus convaincant pour nous démontrer que les systèmes autoritaires ou totalitaires ne sont pas adaptés à la géopolitique, c'est un général allemand, Walter Warlimont, qui a écrit un ouvrage dans le cours des années 60, qui a été réédité en France il y a 1 ou 2 ans, et qui s'appelle « 5 ans au GQG d'Adolf Hitler ». En fait, le général Walter Warlimont était général en chef en charge des opérations militaires. Et quand on lit l'ouvrage, qui est d'abord relativement technique, on est sidéré de voir très rapidement à quel point il est exceptionnellement critique sur le fonctionnement de l'armée allemande. Et alors, c'est assez intéressant parce que souvent, à contrario, on se fait l'idée, notamment dans les 2 premières années, et avec un peu les sortes d'a priori qu'on peut avoir sur l'organisation allemande, d'une armée allemande qui aurait été une mécanique parfaitement huilée, totalement organisée, où tout était anticipé. Et lui, il montre à contrario qu'en réalité, tout était improvisé. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système de clientélisme où les gens du parti nazi étaient tous en compétition les uns par rapport aux autres pour avoir plutôt la préférence du chef, que d'ailleurs c'est plutôt le fait qu'on soit fidèle au parti que le fait qu'on soit compétent qui amène à occuper des postes de responsabilité, ce qui bien sûr amène à des catastrophes, qu'en réalité il y a une telle rivalité entre les chefs qu'il n'y a pas du tout de réunions qui sont faites entre les forces terrestres, les forces maritimes et les forces aériennes. Il prend un exemple d'ailleurs, il dit que le maréchal Göring, qui commande la Luftwaffe, quand il reçoit des ordres ou directives, dit « je n'ai que faire qu'à ces morceaux de papier ». Et il en finit par envier les systèmes des États-Unis et des Anglais dans lesquels il dit ils ont eu l'avantage de mettre des quartiers généraux de coordination, ce qui est d'autant plus remarquable qu'ils l'ont fait avec des pays différents. Et donc on en finit par avoir une apologie du système démocratique qui est d'autant plus paradoxale qu'elle est faite par un général allemand dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc on se rend compte à l'écoute de ces exemples, et ils seraient évidemment beaucoup plus nombreux, qu'on n'arrive ni à dégager par ces exemples une supériorité par la victoire des démocraties, ni une supériorité des systèmes totalitaires. Et donc c'est peut-être vers un autre système de hiérarchisation ou de classification qu'il faudrait qu'on s'oriente pour voir qu'est-ce qui pourrait nous amener à un succès ou à la victoire en géopolitique. Oui, quand une question trouve une réponse aussi balancée, souvent il faut reformuler la question pour essayer de débloquer la situation. Alors, on a posé la question de la nature du régime qui amènerait à la victoire ou à la défaite. Peut-être que ce n'est pas la bonne question, et peut-être qu'il faudrait voir à l'intérieur d'un régime quels sont les traits dominants qui permettraient à ce régime de se présenter en position de force sur la scène internationale. Alors, en discutant, on en a repéré, vous en avez repéré 3. C'est la question du leader charismatique, celui qui va amener le pays. Il y a évidemment la question aussi des moyens économiques et industriels qui sont le support de l'armée, évidemment, de la puissance militaire. Et enfin, la capacité de mobilisation de la population. Exactement. Exactement. Et là, on voit bien à travers ces 3 aspects la personnalité, ou on va dire la compréhension du chef ou de celui qui a le pouvoir exécutif des États, les moyens effectifs qui sont à disposition des États, et ensuite leur capacité à mobiliser effectivement la population. Moi, j'ai le sentiment que ces 3 critères-là sont beaucoup plus prépondérants. Si on veut chercher à savoir si un État arrivera à soit avoir une influence, soit remporter un conflit, pour pouvoir déceler sa primauté. Je m'arrête d'abord dans un premier temps sur la question de la personnalité. Là, je trouve qu'il y a un exemple qui est assez édifiant. C'est l'exemple justement de la victoire française, de la victoire des Alliés, mais là, en l'occurrence, de la France lors de la Première Guerre mondiale. Parce que si on repense au contexte, en 1917, alors que la guerre dure depuis à peu près 3 ans, beaucoup d'hommes politiques français, lassés par la guerre, sont prêts à signer ce qu'on appelle une paix blanche avec l'Allemagne, c'est-à-dire qu'en gros, on fait un statu quo, on voit que personne n'arrive à prendre l'avantage, et on décide d'aller signer une paix, et donc de ne pas poursuivre le conflit. Et c'est Georges Clemenceau, surnommé d'ailleurs le père de la victoire, qui va prendre le pouvoir, faire d'ailleurs un cabinet d'union nationale, être assez dur d'ailleurs dans ses commentaires vers tous ces hommes politiques français en disant qu'ils sont pratiquement des traîtres à la nation, et qui va tirer tout le pays derrière lui, et qui va mobiliser d'ailleurs le pays pour que la France puisse être capable, dans un dernier sursaut, de vaincre
avec d'autres bien sûr éléments, l'Allemagne. Et c'est d'autant plus intéressant à souligner que face à Georges Clemenceau, on a le Kaiser Guillaume II, qui souvent d'ailleurs dans les peintures qui étaient faites de lui, ou les commentaires qui étaient faits sur lui, on le voit dans des positions très martiales, dans des uniformes rutilants, mais on se rend compte en fait, sur les biographies ultérieures qui sont faites de lui, que c'était plutôt quelqu'un d'assez pusillanime, voire velléitaire, qui était assez soumis à l'avis de ses généraux, qui avait tendance à être un peu perdu. Et donc on voit bien que paradoxalement, on avait plutôt une démocratie qui était victorieuse parce que dirigée par un homme politique convaincu, et un système autoritaire paradoxalement qui était faible, parce qu'avec à sa tête, en plus certainement un effet exponentiel, un chef qui n'arriverait pas à prendre de décision. Et cet exemple me paraît d'autant plus important, Olivier, si vous me permettez, qu'il nous remet en perspective avec ce qu'on disait sur la Troisième République, qui, elle, a perdu en 1940. Ce qui prouve bien que ce n'est pas forcément le système qui était en cause, mais peut-être les dirigeants en place qui n'ont pas su l'amener à la victoire. Donc déjà, on a cette première considération-là qui me paraît importante. On aura d'autres exemples qu'on pourrait citer. Après, il y a un deuxième point qui paraît important, c'est les moyens. Et alors là, évidemment, ce n'est pas juste la technologie, parce que souvent, notamment aujourd'hui, on est beaucoup trop limité à juste évoquer ce que la technologie permettrait d'avoir en termes de supériorité. C'est plutôt la capacité financière et surtout la capacité à la transposer dans des moyens militaires ou des moyens logistiques pour pouvoir la suprématie. Et là, il y a un exemple qui me paraît majeur, c'est celui des États-Unis d'Amérique. Dans deux événements, alors un qui serait plus militaire, la Seconde Guerre mondiale, un qui serait plus un combat idéologique, la guerre froide. Et il y a deux ouvrages qui sont intéressants de ce point de vue-là. Il y a Le Grand Tournant, écrit par Paul Kennedy, qui s'efforce de montrer que l'année 42 est un grand tournant parce que justement toute la machine industrielle américaine se met en route et que la profusion d'armements que sont en train de faire les Américains va nécessairement les amener à la victoire. D'ailleurs, il montre à quel point les Américains fournissent des quantités de matériel. Je ne veux peut-être pas fournir trop d'éléments chiffrés, ça pourrait être fastidieux, mais ils ont fourni des dizaines de milliers de camions, de chars, d'avions aux Russes. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a un ouvrage sur la bataille de l'Atlantique de John Costello et de Hughes, qui est fondamental parce que ça, c'est un aspect qui est très peu souligné en France. Il n'aurait jamais été possible de débarquer en Normandie le 6 juin 1944 si vous n'arrivez pas à maîtriser d'abord la bataille de l'Atlantique. Or, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en 1942, les Allemands semblent être sur le point de gagner la bataille de l'Atlantique parce qu'ils détruisent plus de navires américains. Seulement, les étudiants qui sont souvent amenés à faire des techniques quantitatives ou des réflexions statistiques seraient intéressés peut-être par cette remarque. Ce qui est assez amusant, c'est que, Olivier, la statistique qui compte, ce n'est pas le nombre de sous-marins qui sont coulés, ce n'est pas le nombre de navires alliés qui sont coulés, c'est le différentiel entre le nombre de navires que les Allemands arrivent à couler et le nombre de navires que les Américains arrivent à produire. Or, les Américains sont dans une telle capacité, avec le Fordisme exponentiel, à produire des pétroliers ou des cargos de 40 000 tonnes, parfois le record à 3 jours en pièces détachées en les remontant, que de toute façon, quand bien même les Allemands augmenteraient les destructions américaines, ils n'arriveraient pas, en augmentant ces destructions, à compenser l'exceptionnelle capacité industrielle américaine. À partir de ce moment-là, la victoire est déjà aux Américains, et là on voit bien le rôle de la puissance industrielle. Ça me fait d'ailleurs penser à une cinématique ou à une scène dans le film de Cornelius Ryan, qui est assez célèbre, Un pont trop loin. Lors de l'opération Market Garden, il s'agit pour les parachutistes américains et anglais d'essayer d'achever le plus vite possible la guerre en saisissant les ponts sur la Ruhr. Et il y a une scène qui est assez saisissante parce qu'il y a une immense armada aérienne, plus de 10 000 avions qui survolent les territoires allemands, et il y a un général allemand qui arrive sur le balcon et qui dit de façon exaspérée, amère, dans une phrase assez sibylline, « avoir un jour un seul une telle puissance ». Et ça, c'est quand même, à mon sens, beaucoup plus important que la nature du régime politique, c'est-à-dire sur quelles modalités concrètes on peut finalement s'appuyer. Et puis après, il y a la dimension de réussir à mobiliser, bien sûr, le peuple, parce que ça, c'est très important. Et là, on a deux exemples qui reprendraient un certain nombre de logiques qu'on a évoquées précédemment. D'abord, il y a un exemple typiquement français. Il y a l'élan révolutionnaire de 1789. La France se retrouve totalement seule face à toutes les monarchies. A priori, même si elle est le pays qui démographiquement est le plus nombreux, elle devrait finir par crouler sous le nombre. Et on se rend compte que l'élan révolutionnaire et la portée des idées révolutionnaires, finalement, mobilisent, c'est bien connu, et permet de battre les différentes armées autrichiennes, prussiennes et russes. Et puis, il y a un exemple aussi, on y revient, avec la guerre du Vietnam,
où le peuple vietnamien se mobilise totalement, idéologiquement contre les États-Unis, et finalement, malgré la disparité des moyens, c'est bien lui qui finit par l'emporter. Ce serait d'ailleurs, à mon sens, une question assez intéressante à développer par la suite, parce que si la capacité à mobiliser l'opinion derrière soi est l'un des événements cruciaux tels qu'on est en train de le dessiner, avec l'évolution des réseaux et des médias, peut-être qu'effectivement, c'est une question qui se posera avec plus d'acuité parce que la part des réseaux sociaux et des médias peut avoir une influence différente sur cet aspect que par le passé. Bien, je vous propose de garder cette question en suspens. Nous la traiterons prochainement dans une séance. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous.